Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er février 2023. Alors pour mes amis européens, on annonce ce vendredi moins 25 degrés Celsius. On le spécifie parce que beaucoup d'entre nous sommes encore à l'ancien modèle du Fahrenheit. Et toute une génération ne sait plus, en fait, s'il fait froid ou s'il fait chaud, selon qu'on passe du Fahrenheit au Celsius. Mais bon, moins 25 Celsius, en fait, ça donne moins 25 aussi en Fahrenheit. C'est donc glacial. Un froid mordant, disons-nous, ouais, qui mord les chairs et qui atrophie l'esprit. Et c'est une vraie violence hypodermique. Alors c'est à partir de ce livre dont lequel livre je vais vous entretenir d'ici quelques jours sans doute, de Patrick Thillard. Existe-t-il une littérature québécoise contre les chaises berçantes? Alors l'ouvrage en question parle de 4 auteurs qui sont complètement aujourd'hui, en fait, on va dire complètement oubliés, qui ont toujours été négligés et qui finalement réhabilitent. De même que le zine, le steak haché. Alors, ces 4 auteurs, c'est Jean Leduc, Yvon Boucher, Jean-Pierre Issenut et André Baudet. Et je dois vous confesser que ce sont 4 auteurs que j'apprécie beaucoup. Mais il y en a un où ma relation est plus particulière. C'est Yvon Boucher, avec lequel j'ai travaillé et fondé. En fait, fondé, c'est plutôt moi qui l'ai fondé, il faut quand même le dire. Et je pense que les revues, quelles qu'elles soient, doivent être le fait. C'est une démarche collective, va sans dire, mais doit être le fait d'un seul individu. Et je pense même que les revues se font toutes seules. Il y a un individu pivot, il y a un agrégat qui se forme autour de l'individu, et les textes se créent, se fusionnent, s'assemblent, se mettent en osmose ensemble sans que les divers collaborateurs y soient pour quelque chose. Et parfois, lorsque mis en présence d'un numéro fait, certains collaborateurs sont horrifiés de voir avec quel autre auteur ils sont mis en présence. Et certains textes les horripilent tellement qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'ils se sont retrouvés dans un tel pétrin. Tant et si bien que je pense que la plupart des gens qui participent à une revue, à titre d'auteur, souhaiteraient, avant de donner leur propre imprimatur à leur propre publication, voir l'ensemble du numéro afin, peut-être, de se retirer le cas échéant. Alors oui, cofondé d'une certaine manière une revue avec Yvon Boucher, et j'ai fréquenté Yvon Boucher pendant quelques années. Ouais, pendant 3 ans environ. Et évidemment, on met en présence de fortes têtes, mais je ne dirai pas ici ce qui nous a véritablement séparés. Je ne le dirai pas ici, peut-être le dirai-je un jour ailleurs, mais ça n'a rien à voir au fond avec des questions d'idéologie. J'aurais envie de dire par une absence d'inclinaison réciproque.
je vous laisse mariner là-dedans. Cette absence, je n'en dirai pas davantage. Et je n'en dirai pas davantage, mais ce texte, ce livre m'a ramené, a ramené à ma mémoire un auteur oublié, mais même très oublié, aurais-je envie de dire. J'aurais envie de dire, en fait, que la règle des auteurs, c'est de ne pas être connus. La deuxième règle, c'est ils sont connus, c'est finir par être oubliés. Et s'ils finissent par être oubliés, ils finissent même par retourner au limon originel. On ne se souvient même plus qu'ils ont existé. C'est effarant le nombre de livres qui me sont tombés entre les mains. J'ai déjà avancé le chiffre de 1 million de titres. Je ne crois pas exagérer. Et pour l'immense, sinon la totalité... Oui, Fabi? Ah, j'étais en train d'enregistrer ma vidéo, là, tu vas... tu veux-tu dire bonjour à la webcam? Oui, vas-y. Comment tu dis? Alors, dis bonjour encore. Ok, bisous. Alors oui, vous disais, j'avais entendu la douce voix de Fabienne Roch. Alors vous disais-je, que cet ouvrage de Patrick Tillard m'a exhumé de ma mémoire engourdie par le froid sibérien. Mais je me demande si en Sibérie on parle de froid canadien, sans doute. Et je me demande, donc, cet auteur, Jean Basile, enfin je l'ai dit. Ce qui est étonnant dans l'ouvrage que je vais vous montrer, ben étonnant, disons, petit étonnement, c'est qu'on y lit en quatrième de couverture que Jean Basile, né Bezroudnov, de famille russe. Il est né en 1932, mais ici, en quatrième de couverture, on dit qu'il est né à Montréal. Mais en fait, il serait né à Paris. C'est quand même étonnant que deux... Mais assurément, comme écrivain, il est né à Montréal. Ça, c'est clair. Parce que c'est l'écrivain aussi qui a décrit, qui a peint, qui a ressenti cette ville, Montréal, laide et bigarrée, cette ville éclatée, cette ville sans aucun souci urbanistique. J'aurais envie de même dire que c'est une ville urbanicide, tellement elle est faite de briques et de brocs, qu'elle est la proie des divers spéculateurs immobiliers, fonciers, qui sont les acteurs les plus remuants de la cité. Et cette impulsion de détruire, raser un bâtiment, cette impulsion, ce choix de construire, de reconstruire, non pas de préserver cependant. Eh bien, cette espèce de pulsion de vie fait que les villes américaines, nord-américaines, Montréal n'y échappe pas, sont animées d'une sorte de puissance sauvage qui oblitère la beauté, qui fait de telle sorte qu'il n'y a pas de plan. Et pour la beauté, elle est réfléchie, elle est mûrie, elle est une émanation d'une réflexion. Oh, comme c'est bien dit ça. La beauté est une émanation de la réflexion.
Mais les promoteurs sont agités, sont mus par une avidité, sont mus par une espèce d'énergie sourde et violente qui font que la ville peut ressembler à un champ de bataille, voire de ruines dans certains quartiers de Montréal. Donc Montréal est je le proclame, Montréal est une ville laide. Mais parfois mais parfois la laideur peut être fascinante. La laideur peut attirer l'attention plus que la beauté, certaines beautés qui finissent par nous désarmer, nous assoupir, nous dégriffer. Tandis que la laideur, certaines laideurs, nous donnent non pas de la vitalité, mais nous donne une sorte d'ardeur à vivre. Voilà. Alors donc, il est né en 1932, il est mort en 1992, à l'âge de 60 ans. Il a écrit une quinzaine de titres. Il a commencé au Devoir, il a quitté le Devoir, et il a cofondé, oui, la revue Mainmise, une revue contre-culturelle qui faisait entrer le Québec littéraire enfin dans l'américanité. Alors on a eu comme ça dans notre histoire plusieurs ruptures. Rupture avec la France. Retrouvailles avec l'Amérique. Et là, présentement, j'aurais envie de dire, on est écartelé entre non plus la France ni les États-Unis, mais on se cherche, à l'instar de cette ville. Il est arrivé à Montréal, donc, à l'âge de 28 ans, et il a écrit la trilogie des Mongols, dont celui-ci est le troisième tome, et ce qui est curieux, si je peux dire, c'est que les trois premiers tomes ont été publiés au Québec, et après, ça a été publié en France, chez Grasset. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un Québécois est publié dans une maison d'édition française, ça en fait, d'une certaine manière, un écrivain français. J'avais été étonné lors d'un voyage fait il y a déjà une vingtaine d'années à Paris, dans une FNAC, de retrouver des auteurs, des autrices français, québécois, dans la section des auteurs français. J'avais pas compris à ce moment-là qu'un auteur québécois publié à Paris est considéré comme français. Alors, publié dans une maison d'édition française. Alors, ce qui lui permet de gagner le Fémina, le Goncourt et divers prix attribués à des auteurs français. Et je m'étais désolé, donc, pour en revenir à la FNAC, de constater que Nini Arcan ou Gabriel Roy ou Régent Ducharme, eh bien, n'étaient pas en compagnie des auteurs américains et sud-américains. Je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Alors donc, Jean Basile a écrit cette trilogie, Les Mongols, et c'est quoi au jeu? C'est l'histoire de trois jeunes personnes, insouciantes, une fille et deux garçons, un qui est homosexuel, mais c'est d'une homosexualité rieuse, décapante, j'aurais envie de dire, une homosexualité bon enfant. Ou enfin, tout à coup, d'une certaine manière, les homosexuels s'affranchissaient d'un certain poids de convention ou d'une je dirais pas d'une opprobre, parce que c'est ce que je racontais hier à mon ami Louis-Philippe Hébert, que lorsque j'étais enfant, il y a déjà un bon moment, il y avait des homosexuels dans notre entourage.
Et personne ne s'en formalisait. On les appelait les vieux garçons. On savait qu'ils n'étaient pas des hétéros comme nous, si je peux dire. Mais nous-mêmes, les hétéros que nous étions, n'étions pas des anges. En fait, personne n'était des anges. Je vous raconte, né dans le quartier Centre-Sud, sur la rue Ontario, en face de l'église Sacré-Cœur, là où s'est marié Dominique Michel avec le joueur de hockey des Rangers de New York, dont le nom m'échappe. Eh bien, notre propriétaire, qui était une très belle femme et qui était la femme du dentiste qui logeait entre le rez-de-chaussée et le troisième étage, l'étage intermédiaire, et ce dentiste-là, qui était notre voisin, eh bien, cette femme fort belle était l'amante du curé, du prêtre en face. Et certains soirs, afin d'émoustiller son amant prêtre, elle se mettait nue dans la fenêtre. Et ça, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça, et je n'en doute pas. Et ma grand-mère ne semblait pas... semblait trouver ça plutôt drôle. Alors, il y avait plein d'histoires un peu saugrenues qui circulaient sur les uns et sur les autres, sur la sexualité des uns et des autres. Et honnêtement, du souvenir que j'en conserve, personne s'en familiarisait. Alors, aujourd'hui, on fait une lecture un peu, on regarde avec nos yeux à l'aune de nos comportements actuels, on regarde le comportement de ceux qui nous ont précédés, et on leur prête une pudibonderie, une frilosité qui n'est peut-être pas si adéquate ni si juste que cela. En fait, peut-être que nous projetons notre propre pudibonderie à nous, refoulée sur ceux qui nous ont précédés. Alors oui, voilà. Et donc, ces trois trentenaires, des bobos, hein, on pourrait les qualifier ainsi, se préoccupent assez peu de politique, prennent de la drogue, fument des joints. Il y a une expérience dans l'acide, comme son titre l'indique, mais ce n'était pas, lorsqu'il a été publié au Québec, ce n'était pas sous le titre de l'acide, c'était sous un autre titre, que le voyage d'Irtsouk ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. En fait, non, je n'ai pas oublié. Attendez. C'est mentionné ici. Ah oui. Ça a été publié Les voyages d'Irtsouk. Ben voilà. Aux éditions HMH en 1970. Alors donc, ils racontent c'est quoi l'effet du LSD. Et ici, ben, ils ont jugé que le titre d'acide, sans doute, peut-être ferait plus vendre de livres, d'autant que le célèbre ouvrage de Tom Wolfe, Acid Test, avait connu un fort retentissement en France, après en avoir connu un, au Statès, comme je l'ai entendu l'autre fois. Oui, les Statès, c'est quoi au juste, les Statès? J'ai entendu ça à la télévision française. C'est la francisation du mot States, United States, c'est devenu les States. Alors retenez ça. Alors donc, c'est le troisième tome. Je vais vous lire 2 ou 3 passages qui vont vous donner le ton. Peut-être est-il bon de savoir ce qui se passe ce jour dans la métropole française d'Amérique du Nord, lundi 15 septembre 1969. Célébration de la fête des 7 douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie. La météo indique généralement ensoleillé. Risque d'averse, 50 et 80 degrés. La SEQ
remet à plus tard sa menace de grève. Jacques Parizeau passe au Parti québécois. Face à la crise de Saint-Léonard, les libéraux réclament la convocation de l'Assemblée. Les libéraux tiendront les 16 et 17 janvier leur congrès de leadership. Paisley convie ses troupes à la bataille. Dubček connaîtrait son sort dans 2 jours. Ojukwu rejette l'accord sur les vols de secours. Le Canada à l'heure de l'Afrique francophone. Deuxième partie, le pari canadien du président Niger. Selon John Turner, la violence est un agent révolutionnaire. Paul Gérin-Lajoie justifie la politique d'austérité du gouvernement fédéral. Décès de messieurs Gouin, Marsollet et Pesant. Le docteur Gingras reçoit le prix Lasker. 24 familles ont abjuré leur foi catholique. Cessez de lire comme il y a 100 ans avant de reconnaître Pékin. Le Canada devrait reconnaître une politique de neutralité vis-à-vis de l'Asie. Hanoï voit dans les 400 prisonniers américains des criminels de guerre. Israël pillonne l'Égypte, 5 raids en 5 jours. La Croix-Rouge demeure neutre, mais moins timide. Il y a 500 000 prisonniers d'opinion dans le monde. Le Conseil de l'espace déconseillera l'envoi d'un homme sur Mars avant 1980. Le schéma préparatoire du synode cherche à établir l'équilibre entre unité et diversité, retrouver cette allure de jeunesse, extérieure à 30 vitesses, exercice passif ou actif, à volonté pour toute la famille, accélère la circulation sanguine, exerce les muscles de la taille, hanches, cuisses. Alors tout ça, ça n'était qu'une seule phrase. Et vous avez entendu la césure où tout à coup se glisse une publicité. C'est une description de ce qu'était le Canada, le Québec, et comme disait l'autre, le Canabec, dans ces années-là, entrecoupé d'une petite pub. Mais une page avant, tenez, on fait un bond en arrière. S'il y a pour chacun de bonnes raisons de vivre, j'en connais qui possèdent de bonnes raisons de mourir, n'est-ce pas? Films ou bandes dessinées, autobiographies stimulées, romans, essais sur les difficultés d'être, feuilletons télévisés, poésie de l'exaltation, du néant. Il faut que je plante un décor, car les assassins, d'où qu'ils sont, ont toujours besoin d'encoignures, de coins sombres, de labyrinthes de rues, de cul-de-sac, de murs, de fenêtres, de portes qui s'entrouvent en grinçant, de caves, de greniers, de maisons pour leurs crimes. Ainsi décrit par une démarche qu'il aurait par la simple nécessité de ce récit, Jonathan, Jérémie et Judith. Il y a donc dans Montréal 4 lieux privilégiés qui, de leur onde concentrique, nourrissent chacun de nous selon les bons vouloirs des plaisirs, chaque lieu suscitant un bombardement sensuel et cérébral de moments culturels, quand la culture oublie ses mécanismes livresques pour passer de l'environnement aux zones sensitives. Ainsi, le Parisien pleurera en voyant la Seine, l'Athénien embrassera l'asphalte de la place Omonia, l'Allemand entourera de ses bras les arbres de Unterden, Linden. Nommons pour l'ancien Jonathan le Montréal de l'ambition, pour Jérémie le campus de McGill. De même, il y a pour le maire Drapeau
le Montréal des vieilles maisons, et pour la ménagère de Rosemont, Dupuis Frères et l'immense billard électrique du Parc Belmont pour ses enfants. Et de même, il y a pour les disciples de l'évêque, le Montréal de la rue Sherbrooke, au soir de la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Or, tout cela formant les glorieuses étapes d'une vie, puisque, aussi bien à cette question, vivriez-vous ailleurs? Chacun d'entre nous répond non. Ou bien à cette demande impérative, vieillissez. La réponse est, bien sûr, on vieillit toujours, mais comment? Et cette autre question, en quoi pour les vieillis, le monde est-il plus intéressant? Dans ce Montréal, vivant désormais non plus au rythme trop connu des rues, des immeubles et des lieux dits, de terre des hommes du Saint-Laurent, nous sommes ramenés à nous-mêmes dès que nous écoutons, assis sur les chaises de chrome du Patriote, cette nouvelle symphonie où le peintre penché sur ses nouvelles icônes, l'écrivain sur sa machine à écrire, suivent ligne à ligne et couleur à couleur les sinueuses trompettes, le basson et la flûte en ré, et dès lors, nous jetant dedans, il n'est plus qu'à reconstruire, une fois de plus, cette eschatologique vision de ce que sera le futur, notre futur, leur futur qui ne passe plus par voie des élections, mais par les saints prophètes, martyrs déjà de cette jeune génération, que ce soit celui-là cultivant dans un rang son petit champ, le cannabis sativa peut en effet croître sous l'implacable climat québécois, et l'on vit un jeune poète qui en récolta quelques 6 livres. Que ce soit celui-là qui, laissant un poste de professeur d'anthropologie culturelle au cégep du Vieux-Montréal, devient pensé, seul dans une petite chambre de la rue de Bullion, que ce soit celui-là qui, laissant ses anciennes idées diffusées autrefois dans les insultes de la revue Parti pris, se transmute en troisième trompettiste, ou celui-là, pocheur, qui fait 9 mois à Bordeaux pour trafic illégal d'hallucinogènes, il dit au juge qui le juge et désignant un immense Christ derrière l'humaine loi, vous me jugez, mais celui-là vous jugera. Ce qui lui vaut, évidemment, une aggravation de sa peine, car il n'est pas possible de dire à un quelconque juge que le Christ le jugera. Ou celui-là, du nom de Victor Axel, moi, face à lui et allant vers la sainteté d'un amour que je ne connais pas, et lui développant cette pensée du beau, ah, cela, sans doute, je ne le comprends pas. Un dernier passage. Oui. Un dernier passage assez... enfin. Je n'ai pas l'ambition de régler l'avenir du monde. Pas davantage la semaine future où s'engagera, on le dit, le Québec en tant que fait français. Du moins, je m'étonnerai pour cette ambiguïté littéraire. Parlera-t-on du Québec libre ou du Québec séparé? De même, ai-je jamais lu dans Le Devoir ce trop beau début d'article? Adolphe, un jeune exalté séparatiste, pénètre en plein jour dans un amphithéâtre de McGill
et tire sans prévenir sur des étudiants. 17 morts et 30 blessés. Non plus que je verrai jamais, disons, la fête de la Saint-Jean-Baptiste en ce qu'elle marque, astrologiquement, la totale brûlure de nos trop courts étés, se transformer en procession québécoise et pornographique. Ce n'est pas des bouteilles de bière qu'il faut jeter aux officiels, mais des capotes anglaises pleines de foutre et des serviettes hygiéniques. Une pornographie virile serait la grande chance de tout séparatisme, non plus le fin du fin des collèges classiques, le nec plus ultra des universités, mais la montée des pénis de la Maine au Parlement terrorisé, où les policiers tabassés à chaque descente de la police, chez tous ceux qui prêchent le Québec libre, et non pas le Québec séparé, que ce soit la police chez Georges, monsieur le pocheur, 6 mois de prison, au tarot, 20 arrestations au petit matin, les waiters se traînent à 4 pattes pour ramasser les dimes que les clients précautionneux ont dû jeter. On aura compris que le chapitre qui va suivre n'a de valeur qu'en sa totalité. J'entends dire que Judith, suçant Victor Axel, c'est aussi Mae West se retournant vers les hommes rassemblés qui la regardent, moitié bavant, moitié bandé, elle leur criant du haut de son S superbe, « Soccer ». C'est-à-dire reprenant par téléphone, décroché, une éternelle conversation pour laquelle comprendre, il me faudrait assurément une quadruple paire d'oreilles. Il dit, si je dis oui, que se passera-t-il? Je dis, qui le sait? Il dit, rien de toute façon. Moi, je le sais. Je dis, c'est une chance à courir. Il dit, OK. Et c'est tout du long comme ça. Des phrases qui s'étirent, on aurait envie de dire des phrases proustiennes, mais un Proust halluciné, un Proust qui, au lieu de se gaver de Madeleine, se serait gavé de speed, un Proust halluciné dans sa pièce enliégée, qui se serait gavé de barbiturique, un Proust complètement lâché lousse dans la ville de Montréal et qui aurait bad-trippé par les endroits sinistrés, abandonnés aux promoteurs, guettant le moment opportun pour transformer des ruines en condos. Et une sorte de liberté de ton, une écriture, peut-être que je n'ai pas réussi à rendre, une écriture rapide, jazzée, où les métaphores se fracassent les unes contre les autres, comme des éclats psychédéliques. Une écriture haletante, comme un désir qui court le long d'un corps offert ou se refusant. Une écriture pleine de poésie, pleine de fureur, où on peut entrevoir d'une certaine manière Lautréamont dans une sorte de déchaînement de violence, comme vous l'avez entendu. Déjà, les tueurs de masse sont évoqués. Les tueurs de masse sont évoqués, la violence refoulée, et avec un arrière-plan de violence universelle. Guerre du Vietnam. 500 000 personnes emprisonnées pour avoir exprimé des idées dissidentes. Aujourd'hui, on n'emprisonne plus les idées dissidentes. On les javelise, on les normalise. La normose, ce désir extrême d'être comme tout le monde, pour finir, a cadastré les esprits.
Alors, parfois, je me fais l'effet d'un vieux fou. Mais bon. Mais, regardez. La plupart des gens parlent tout seuls avec leur appareil. Ben moi, j'en fais autant. Sauf que je me filme de surcroît. Je ne me contente pas d'éructer devant mon handycam et de gesticuler. J'improvise. Et ça, c'est la beauté de ce truc-là. Alors oui, Jean Basile, aujourd'hui, qui le lit? Mais on ne va pas s'étonner de ça. Parce que de toute façon, et c'est la conclusion de cette vidéo nocturne, c'est la conclusion absolument indépassable. La littérature, l'exercice de la littérature, que ce soit lire ou écrire, qui sont deux activités complètement séparées. On peut écrire et ne rien publier, et on peut publier et que finalement, ce soit rien qui est publié. La littérature, dans ces deux dimensions, puis je dirais même cette troisième dimension qui consiste à laisser les livres entrouverts ou les pages écornées, la littérature, c'est peut-être, très certainement, avec les robots qui sont en train de... Les robots et les zombies. D'un côté, il y a les zombies, d'un côté, il y a les robots. Qu'en droite, qu'en gauche. La littérature est peut-être le dernier acte de liberté. À demain. L'exercice de la littérature.